ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour, bonjour tout le monde. Attends, je vais augmenter mon volume. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour la famille. Oui, on t'entend. D'accord. Voilà, c'est Bonjour à toi, la parole, bonjour tout le monde. bonjour. Réveille-toi. Bonjour à tous ceux qui sont là. Comment ça va à tous ceux qui viennent d'arriver? Ça va Aujourd'hui, on bien. va commencer à rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc, comme d'habitude, on tapote et on partage, s'il vous plaît. On tapote, on partage. Donc, moi aussi, je partage. Je Donc, tapotez et partage. partagez Donc, le live. hmm, Comme ça, on monte quand même à plusieurs tapotages hmm. et partage avant de pouvoir commencer. Voilà, je partage aussi en même temps. Hmm. Ça s'appelle Selim Aïssel. Donc, Selim. Ok. Voilà, Selim, S-E accent aigu M. Enfin, S-E accent aigu L-I-M. Aïssel, E-I-2-S-E-L. Il a fait un certain nombre de choses, hein. Il a écrit plusieurs ouvrages. Donc, j'attends qu'on s'en un peu. Et ensuite, on va pouvoir commencer. D'accord. On va d'abord tapoter. Il y a Sage Akbalou qui dit, je suis occupée à tapoter d'abord. D'accord, d'accord, c'est bien, il faut tapoter pour que on rentre dans le pour toi de TikTok. Donc, on tapote. Attendez, moi aussi je vais tapoter, hein. Je tapote, je partage en même temps. Bon, vous vous souvenez, on avait déjà parlé un petit peu de lui, hein. On est à, on est à 1000 tapotages. S'il vous plaît, grimpons. C'est pas assez. On est à 1000 tapotages, c'est pas assez. On commence en fait l'enseignement pour entrer un petit peu dans les profondeurs. Comme ça, plus vite en fait on tapote rapidement pour monter en fait en tapotage, plus vite on peut entamer en fait l'enseignement, plus vite ça nous laissera aussi du temps par la suite pour discuter, partager, Pour les répondre en questions. fait aux questions. Ben voilà, que tout le monde y mette du sien s'il vous plaît. Moi Merci aussi pour je ceux qui tapote. partagent, qui tapotent, et un encouragement pour ceux qui ne tapotent pas. On vous voit. On vous voit, hein, Voilà. ne vous inquiétez pas. Tous ceux qui tapotent pas, on vous voit. Ceux qui tapotent, c'est bien. Bonjour ou bonjour à tout le monde. Ouais. Bonjour Ma Samuel. voix, vous entendez pas trop ma voix? Ok, je vais essayer de parler un peu plus fort. Est-ce que là, ça va mieux? Oui, oui, moi j'entends, hein. Il faut augmenter aussi le volume du téléphone parfois. Moi Est-ce j'entends. que ceux qui sont en bas m'entendent mieux? Il y a O qui dit non. Peut-être le problème est de O, hein. Moi j'entends. Après, bon, je ne sais pas. Est-ce que vous entendez Et pas les autres, réveil? Il y a Sage est-ce qui que dit vous m'entendez oui. bien? Sage Aqualou Est-ce que dit vous oui. m'entendez? Ok, est-ce que vous m'entendez toujours bien? Il y a Tchemissin qui dit oui. Samuel aussi dit oui. Peut-être que, oh, il faut que tu essayes d'augmenter le volume ou bien redémarrer ton téléphone. Oui, Parfois, ça me fait parce ça que aussi. parfois Oui, tout à fait. Parfois les téléphones sont bloqués. Parfois les téléphones bloquent les sons pour les oreilles. Donc c'est important. C'est important. Bon,
Donc, aujourd'hui, je vous ai dit, on travaille sur la base. On est à 3000. Il nous reste encore quelques-uns, s'il vous plaît, on tapote. Au moins, si arrive à 5000, c'est bien, hein, déjà. Pour commencer, On c'est tapote, 5000. on tapote tous ensemble. Parce que vous savez qu'en fait, à chaque fois, après, quand on rentre au fur et à mesure, en fait, dans les profondeurs, TikTok nous pose problème par rapport au contenu, hein, des lives que nous faisons. Donc, ça veut dire que dès le départ, il faut bien tapoter pour bien sécuriser, en fait, le live. Et quand le live, en fait, est bien sécurisé, ça permet, en fait, par la suite, au fur et à mesure. Et pendant qu'on est dans les paroles, tapoter aussi de temps en temps. Donc, montrer qu'il y a une activité. Vous avez affaire, en fait, Mais à quand des je- consciences artificielles. Donc, montrer qu'il y a une activité afin que ça puisse, voilà, se développer au fur et à mesure. Donc, on est à 5000. Vous voyez, super, quand tout le monde s'y est mis, ça a monté vite. Ouais. Bon, comme je vous l'ai dit, on travaille sur la base, hein, d'un d'un auteur. On travaille sur la base d'un auteur qui est Selim Aïssel. Et principalement l'anthropologie divine, enfin dit divine, non, l'anthropologie spirituelle. Qu'est-ce que c'est que l'anthropologie spirituelle? C'est quelque chose qui est pas trop connu en fait de tous. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que l'anthropologie spirituelle peut être comprise en fait comme une forme de théologie à visée anthropologique, fondée sur la foi en l'humanité et sur son ouverture à la transcendance. Donc, foi en l'humanité, ouverture à la transcendance. Elle fonde sa réflexion sur l'expérience singulière du croyant ou de l'apprenant. Dans l'affirmation je crois en Dieu, nous pouvons distinguer trois manières de construire le discours. À partir des objets de la croyance, c'est ce qu'on appelle le cru, de l'activité de l'intelligence croyante, c'est-à-dire le croire, ou du sujet lui-même, c'est-à-dire le croyant. Donc, l'anthropologie spirituelle se base sur trois types, hein, se construit autour de trois types de discours. Le premier, c'est l'objet de la croyance, qui est appelé le cru. C-R-U, le cru. De l'autre côté, vous avez aussi l'activité de l'intelligence croyante, qui signifie le croire. Et vous avez aussi le sujet lui-même, c'est-à-dire le croyant. Donc, l'hypothèse que si la théologie, en fait, ça se base sur une hypothèse selon laquelle si la théologie peut et doit explorer en fait ces trois aspects, elle est amenée en fait aujourd'hui plus qu'autrefois à élaborer l'itinéraire théologique à partir du sujet croyant et de ses inquiétudes, ses blessures, ses ouvertures à la transcendance. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ceux qui travaillent dans le domaine de la psychologie spirituelle, de l'anthropologie spirituelle, portent en fait un regard neuf sur une option et contribuent en fait sur cette option et contribuent à l'émergence d'une nouvelle manière de penser et d'enseigner la théologie dans la culture contemporaine. Si vous voulez, cette idée de d'anthropologie en fait spirituelle, c'est aussi l'idée en fait de la science spirituelle, c'est aussi l'idée en fait de la psychologie spirituelle. C'est pour ça que ce sont des choses, à l'époque, quand j'en parlais en fait à certaines personnes, pour eux c'était une aberration. Quand je leur parle de science spirituelle, pour eux c'est une aberration. Quand on leur parle de, spirituel, de psychologie spirituelle, d'anthropologie spirituelle, ça paraît une aberration. Mais c'est une réalité, c'est une discipline de l'anthropologie, hein,
qui se met peu un peu en place, qui est en voie d'être reconnu. Il y a des écoles qui font ça. Et pour ceux qui connaissent, il y a une célèbre en fait école, c'est-à-dire un groupement d'écoles qui eux sont basés en fait justement en fait sur ces aspects-là, qui s'appelle Montessori. Pour ceux qui connaissent, c'est une Oui, école en fait, voilà, c'est une école en fait éligiste qui justement forme les enfants dans cette optique en fait d'anthropologie en fait spirituelle. Donc, et vous voyez qu'il commence à le faire en fait à partir des enfants, donc des tout petits, hein, à partir de l'école élémentaire, etc. Donc, ça fait que ben, demain, vous allez voir que ces enfants-là qui ont été formés dans ces écoles-là seront des élites en fait dans la société, et donc forcément, ce sont des disciplines que vous allez connaître beaucoup plus tôt que prévu. Ce que vous devez aussi comprendre, c'est que l'anthropologie en fait spirituelle intervient aussi dans des aspects en fait très importantes. C'est que vous retrouvez cette conception dans les choses, par exemple, de la tradition en fait primordiale. Pourquoi? Parce que l'objectif de l'anthropologie spirituelle, si vous voulez, c'est d'être capable de regrouper les différentes cultures. Et ils s'inscrivent, hein, ils ont des instituts, notamment l'Institut en fait d'anthropologie spirituelle, et vous avez en fait d'autres structures. Donc leur objectif en fait c'est ça, c'est de pouvoir euh, regrouper en fait un petit peu les cultures, les traditions, pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Donc, voilà un peu pour cet aspect-là, afin que vous puissiez comprendre de quoi il est question. À l'heure actuelle, en anthropologie, vous avez différentes branches hein, de l'anthropologie. Donc, vous avez l'anthropologie physique, vous avez l'archéologie, parce que vous savez que l'archéologie, en fait, fait partie de l'anthropologie. Hein. Donc, vous avez l'archéologie, vous avez l'anthropologie linguistique, vous avez l'ethnologie, vous avez l'anthropologie appliquée. Donc, vous voyez, tous ces aspects-là, ça permet justement, en fait, c'est défini selon des branches, en fait, d'anthropologie plus ou moins, en fait, officielles, et puis vous avez d'autres sous-branches. Mais ici, nous, on parle plus de l'anthropologie, en fait, spirituelle. Anthropologie spirituelle que vous pouvez aussi travailler avec ça à côté, en fait, de la psychologie spirituelle. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'anthropologie spirituelle, vous avez vu, on vous parle de trois choses. Vous avez d'un côté hein, le cru, le croire et le croyant. Le cru, c'est l'objet, ce en quoi vous croyez, l'objet de la croyance. Le croire, c'est l'activité de cette intelligence croyante. Donc vous voyez, ici, on parle en fait d'intelligence. Donc vous allez comprendre un petit peu de quoi il est question. Et vous avez aussi cet aspect-là, en fait, hein, du croyant qui est l'être lui-même. Mais ici, on vous met quelque chose, ça s'appelle principalement, en fait, la foi en l'humanité. Et là, après, on va voir, en fait, différents courants pour que vous puissiez, en fait, comprendre de quoi il est question. Le principe, en fait, de Selim Aïssel, c'est quoi? On va travailler sur les bases, en fait, de Selim Aïssel et puis de d'autres. Mais notre phase de base, c'est Selim Aïssel. Pourquoi? Parce que ça fait intervenir aussi les notions du karma pour comprendre en fait un certain nombre de choses, vu qu'on est à l'intérieur en fait du bloc karma. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le but en fait de tout ça, de cet enseignement-là que nous sommes en train de voir et sur lequel on se base à travers les écrits en fait de Selim Aïssel, notamment le grand livre du karma et tout ça. Donc, on vous explique en fait qu'il y a trois étapes du développement en fait de l'être humain. Donc, l'être humain, le but pour lui, c'est d'apprendre à se connaître. Pour se connaître, eh bien, pour eux, il faut que l'humain s'observe. Comment vous connaître? Il faut d'abord que vous vous observez.
Et du coup, euh, vous comprenez bien que c'est une problématique de tous, parce que tout le monde cherche à se connaître. Parce que de toute façon, si vous ne vous connaissez pas, vous ne pouvez pas savoir ce que vous devez faire. Comment voulez-vous connaître votre but dans la vie si jamais mais, vous ne vous connaissez pas vous-même? Et vous vous rendez compte que, au final, c'est la recherche de tous. Tout le monde recherche ça. Tout le monde cherche à savoir qui il est, notamment cette fameuse phrase, connais-toi toi-même. Tout le monde a envie de se connaître soi-même. Comment réaliser sa vocation si on ne se connaît pas soi-même? Comment euh, vivre sans stress, sans intranquillité, sans peur, si jamais on ne maîtrise pas son svadharma, c'est-à-dire son dharma individuel, dont on a parlé la semaine dernière. Donc, en réalité, vous comprenez bien que c'est très important de se connaître. Maintenant, même quand vous êtes chez les hauts vins, quand par exemple euh, Jésus se retrouve et qu'il dit en fait à Pierre, à Simon, et qu'il l'appelle Pierre, mais c'est l'identité de Pierre, c'est l'identité véritable de Simon. Ou quand il appelle en fait Jean et Jacques, les fils de Zébédée, et qu'il les appelle en fait Boanerges, c'est leur identité. Bon, eux, ils étaient tous des pêcheurs de poissons. Mais voilà, Pierre, Simon, qui était un pêcheur de poissons, alors qu'en réalité, il est Pierre. C'est-à-dire, il est le fondement de quelque chose de spirituel. Or, lui, il était en train de perdre son temps dans des choses matérielles, parce qu'il passait son temps à pêcher du poisson. Et bien sûr, après, il faut le commercialiser, etc. Donc, il était un pêcheur de poissons. Mais sa véritable identité devait l'emmener à être un pêcheur d'hommes. Donc, comme Pierre ne se connaissait pas lui-même, eh bien, il était pêcheur de poissons. Mais quand il a su qui il est devenu pêcheur d'hommes. Donc, il a vécu maintenant selon sa véritable nature. Donc, vous comprenez ici l'importance de se connaître soi-même. Vous voyez, les fils de Zébédée, c'était aussi des pêcheurs de poissons. Mais quand ils ont su qui ils étaient, eh bien, ils sont devenus des fondements. Et Jean, jusqu'à un tel point où il va voir des choses merveilleuses et il va même en fait recevoir la fameuse prophétie, l'Apocalypse, que jusqu'aujourd'hui les gens ne peuvent toujours pas comprendre. Donc, vous voyez bien que le déclic se fait toujours à partir de la connaissance de soi-même. Celui qui ne se connaît pas soi-même, celui qui ne se connaît pas lui-même, il aura forcément un problème. Parce que si vous ne vous connaissez pas, vous allez vivre selon ce que vous n'êtes pas. C'est normal. Et du coup, vous serez en fait baladé à tout vent de doctrine parce que vous ne vous connaissez pas vous-même. Et c'est pareil, quand je vous parle des identités d'Adam, de Christ et d'Antichrist, celui qui ne sait pas qui il va forcément marcher selon toutes sortes de doctrines. Il va marcher selon toutes sortes d'influences et il sera forcément baladé à gauche, à droite. Donc, l'importance de se connaître soi-même. Et bien, dans le système de bovins, eux aussi, ils connaissent cette importance-là de se connaître soi-même. Et c'est ce qui est développé, en fait, dans les choses, en fait, du karma, du dharma, et spécialement dans cet aspect-là de l'anthropologie spirituelle. Le but de l'anthropologie spirituelle, c'est ça, c'est la foi, pour eux, c'est la foi en l'humain. C'est-à-dire, ils veulent absolument que l'humain puisse arriver à une certaine étape. Et vous allez comprendre un petit peu cette foi en l'humain
comment se définit en fait tel. Donc, il vous explique en fait que pour se connaître, il faut s'observer. Mais la question, c'est observer quoi? Donc, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a deux façons de connaître les autres. Soit par des théories psychologiques, c'est-à-dire, mais le problème avec les théories psychologiques, c'est que elles ne conduisent qu'à une connaissance fragmentaire. Donc, soit vous pouvez en fait le faire par l'observation réelle. L'observation réelle insiste davantage sur le comment observer. Il s'agit de s'exercer à observer à partir d'une neutralité intérieure, sans jugement ni analyse, dans un état de réceptivité incluant tous les sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez vous observer, mais en étant neutre. C'est-à-dire, vous devez être tel un juge. Vous devez être impartial. Et vous allez observer votre être. C'est-à-dire, vous allez observer ce que vous êtes. Mais vous ne devez pas vous juger. Et c'est ce qui se passe en fait en réalité. Dans les... Faut fermer ton micro SFR, coach monte. Merci. C'est ce qui se passe dans les sphères du yoga, les sphères en fait des choses du karma, etc. qu'on a vu en fait précédemment. C'est-à-dire, ils vont entrer en fait dans un processus d'observation en fait d'eux-mêmes. C'est pour ça que souvent les gens ne comprennent pas ce que les gens font en fait dans le yoga, etc. C'est une manière pour eux de s'observer. Mais pour que l'observation soit neutre, il faut absolument qu'ils s'observent sans se juger. Parce que si vous vous jugez, ce n'est plus une observation, c'est un jugement. Si vous vous analysez, ce n'est plus une observation, c'est une analyse. Donc, ça veut dire que vous devez mettre tous vos sens uniquement au service de l'observation, sans jugement, sans analyse. Et c'est là où c'est difficile. Parce que comment s'observer sans se juger? Comment observer l'autre sans le juger? Et ça, c'est problématique. Rares sont les personnes qui arrivent justement à faire ça. Parce que souvent, les gens, quand ils observent, ils jugent. Ils ne peuvent pas s'empêcher de juger. Ils ne peuvent pas s'empêcher d'analyser. Or, l'observation, ben, c'est une démarche scientifique. C'est une démarche expérimentale. Ce que vous observez, vous notez. Tel quelqu'un qui est en train de regarder quelque chose, tout ce qu'il regarde, il le note. Mais vous notez sans émettre de jugement, ni émettre en fait une analyse de ce que vous observez. Parce que si vous jugez ou si vous analysez, ce n'est plus l'observation. Donc, il faut bien comprendre cette notion en fait d'observation en fait réelle. Donc, le plus facile dans cet aspect-là, selon ce que lui d'ailleurs il explique, hein, Selim Aïssel, lui que je vous ai dit, on travaille sur la base de Selim Aïssel. Ce que Selim Aïssel en fait vous explique, il vous explique bien que le plus facile en fait de commencer en fait par l'observation physique, c'est-à-dire l'observation des postures, l'observation des attitudes. Donc, vous observez en fait les postures, vous observez en fait aussi les attitudes en fait de la personne. Donc cette pratique conduit au développement de l'intuition et rend alors toute théorie inutile. Donc vous comprenez bien que lorsque les gens sont justement dans cette sphère en fait d'observation en fait physique, des postures, des attitudes, etc., ils vont développer quelque chose en eux, l'intuition. Or, dès que l'intuition en fait se développe en eux, eh bien, les théories qu'ils vont pouvoir en fait élaborer seront inutiles. Pourquoi? Parce que ils penseront par intuition et non par analyse. Vous comprenez? Dans l'observation, en fait, va développer justement en fait l'intuition. Donc ici, ça vous permet de comprendre comment l'intuition se met en fait en place à l'intérieur en fait des uns et des autres. L'intuition ne peut pas se mettre en place quand vous êtes en fait dans l'analyse ou dans le jugement. L'intuition, c'est pour ça qu'on parle de réactions intuitives. Ce sont des réactions en fait qui sortent d'autres aspects que
cette notion-là, en fait, d'analyse, en fait, et de jugement. C'est quelque chose que vous développez, en fait. Et dans l'intuition, ça se développe. Bon, il faut aussi la volonté de faire cet effort de connaissance. Donc, non seulement vous devez avoir la volonté d'aller vers justement en fait ce type de savoir, et c'est ainsi que vous allez développer justement en fait cette intuition-là en vous. Rappelez-vous que les consciences mentales travaillent avec les uns et les autres sur la base de quoi? De l'intuition. Donc ceux qui développent justement en fait l'intuition, justement peuvent communiquer en fait avec les consciences mentales dans les dimensions en fait. Droit à la parole, ton micro. Peuvent communiquer avec les consciences mentales dans les dimensions moléculaires. Ceux qui ne développent pas cet aspect en fait d'intuition, justement en fait, c'est plus difficile pour eux de communiquer parce que les consciences mentales communiquent en fait d'abord principalement sur la base d'intuition. Donc c'est ça dans les dimensions en fait invisibles, les dimensions moléculaires. Et vous avez un niveau encore plus élevé en fait que l'intuition qui est l'instinct. Bon là n'est pas le lieu de parler en fait de l'instinct. Pour l'instant en fait on parle de cet aspect en fait d'intuition. Maintenant, quels sont les critères de l'observation juste? Il s'agit en fait d'observer en fait les attitudes physiques, émotionnelles, intellectuelles face aux situations de la vie. Donc, observer les attitudes physiques, émotionnelles et intellectuelles face aux situations en fait de la vie. De regarder l'effet en soi des événements, des situations et des autres personnes pour se faire en se divisant en deux. Donc, vous voyez, donc vous êtes en train d'observer l'effet en soi des événements. C'est-à-dire, quels sont les effets des événements sur vous? Quels sont les effets des situations sur vous? Quels sont les effets des autres personnes sur vous? Donc ici, vous êtes dans une démarche en fait d'observation. C'est pour ça que c'est de la science. Celui qui va dire que ce n'est pas de la science, euh, ce sera problématique. Parce que pourquoi l'archéologie, c'est-à-dire l'observation en fait de pierres, l'observation de dessins, l'observation en fait de choses qui datent, permet en fait d'être analysée et ensuite qu'on en tire des conclusions et que les gens acceptent que c'est de la science. Pourquoi reconnaître que c'est de la science, cette observation, si on ne reconnaît pas que l'observation, en fait, des effets des choses sur soi, l'observation des événements, l'observation, en fait, des situations et même des autres personnes vis-à-vis de nous-mêmes ne serait pas de la science. Donc, vous voyez, soit on accepte que les démarches d'observation sont scientifiques, soit on refuse que les démarches d'observation sont scientifiques. Et quand on parle d'observation, même observer le vide, quelqu'un qui est en train d'observer le vide, il est en train de faire une expérience scientifique, parce qu'il est en train d'observer un phénomène, même invisible. Vous voyez un peu? Et c'est de la science, parce qu'il observe le vide. Et il va tirer maintenant en fait des conclusions et des analyses à partir de son observation. Donc c'est de la science. Et donc aussi c'est de la spiritualité. Vu que la spiritualité, c'est aussi l'observation des phénomènes, hein, pour pouvoir en tirer un certain nombre de choses. Donc personne ne peut, à juste titre, refuser euh, l'existence scientifique de l'anthropologie spirituelle. Vous voyez? Et le côté en fait mental aussi par rapport à la psychologie spirituelle. Personne ne peut refuser en fait l'aspect scientifique en fait de cela. Or ici il s'agit d'observer en fait des choses qui sont dans le domaine de la croyance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à travers la psychologie spirituelle, à travers l'anthropologie en fait spirituelle, vous comprenez que la croyance est une science. Parce que on observe la croyance, vu qu'il y a le cru, il y a le croire et il y a le croyant. Et on observe le cru, on observe le croire et on observe le croyant. Donc si on observe le cru, on observe le croire, on observe le croyant, eh bien c'est que on emmène en fait le cru, le croire et le croyant dans le domaine en fait scientifique. Vous voyez? En ceci, la croyance est
une science. Et c'est ce que démontre en fait l'anthropologie spirituelle. Donc, je continue. Pour ainsi pouvoir justement en fait faire ce travail-là, vous devez distinguer deux choses. Vous devez distinguer le moi qui observe et le moi qui est observé. C'est-à-dire, vous devez distinguer le vous qui est en train d'être observé et le vous qui observez. Donc ici, vous voyez que vous avez deux vous. Il y a un vous qui observe et un vous qui se fait observer. C'est comme si vous vous prenez, vous vous mettez en fait dans un miroir ou vous vous mettez en fait en hologramme en face de vous et vous vous observez. Sauf que ce vous que vous êtes en train d'observer est à l'intérieur de vous. Donc, à l'intérieur de vous, vous allez vous retrouver avec deux moi. Un qui est observé, un qui observe. Maintenant, pour que cette observation puisse se faire en fait correctement, eh bien, vous devez vous observer sans vous critiquer vous-même. Donc, l'observation doit se faire sans se critiquer. L'observation doit se faire sans se culpabiliser. Peu importe ce que vous allez découvrir sur vous. Vous pouvez découvrir que vous êtes horrible, mais vous ne devez pas vous culpabiliser. Vous pouvez découvrir que vous avez fait des fautes. Vous ne devez pas vous culpabiliser. Parce que vous êtes un analyste. C'est-à-dire, vous êtes plutôt un observateur. Si vous vous observez et que vous vous culpabilisez, c'est que vous avez dépassé la phase de l'observation. Vous êtes en train d'analyser ou alors vous êtes en train de juger, etc., etc. Parce que qui dit se culpabiliser dit jugement, donc dit coupable. Donc vous êtes en train de vous rendre coupable de quelque chose. Je donne un exemple. Vous avez fait du mal. Et vous avez maintenant votre moi qui est en train d'observer en fait l'autre moi, celui qui a fait du mal. Et quand vous observez le moi qui a fait du mal, si vous êtes dans la culpabilisation, c'est que vous n'êtes plus dans l'observation. Parce que vous ne devez pas vous culpabiliser. C'est de ça dont on est en train de vous parler ici. Parce que culpabiliser, c'est s'enlever des forces de progrès sans vouloir changer ce qu'on observe. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se culpabiliser, c'est-à-dire se retrouver avec soi-même, s'observer. Eh bien, il faut absolument ni se critiquer, ni même se culpabiliser. Et vous devez aussi vous observer sans vous analyser. Parce que quand on analyse, on n'est plus dans l'observation. Vous êtes dans l'analyse, ce n'est plus de l'observation. Vous devez aussi vous observer sans vous identifier. Parce que dès qu'on a identifié, on n'est plus dans l'observation de soi, vu que vous avez identifié la chose. Et lorsqu'on observe, on est différent de ce qu'on observe. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes en train de vous observer vous-même, vous devez vous détacher du vous que vous observez. Je donne un exemple. Réveil est en train d'observer en fait réveil. Mais ce que réveil observe de réveil, il faut que réveil se distingue, se différencie du réveil qu'il est en train d'observer. Il ne doit pas se dire, je suis en train de m'observer moi réveil. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, il identifie l'objet de son observation. Et comme il a identifié l'objet de son observation sera forcément biaisée. Donc, il doit se dire qu'il est en train d'observer quelqu'un qui est neutre, qui n'est pas lui. Donc, ça signifie qu'il faut se détacher. C'est-à-dire le moi qui observe doit se détacher du moi qui est observé. Et ça, c'est primordial en fait. Donc, il faut créer une distance entre ce que l'on observe et celui qui observe. Donc, et vous devez faire cela avec tous vos sens, c'est-à-dire la vue, l'odorat, le goût, le toucher. Donc, vous avez la vue, hein, vous avez l'odorat, vous avez le goût, vous avez le toucher, et puis bien sûr, vous avez aussi l'ouïe. Donc, tous les sens, en fait, sont utilisés, en fait, dans l'observation.
Donc, s'observer le plus souvent possible. Ce travail est toujours possible et partout. C'est-à-dire, à n'importe quel moment, vous pouvez en fait vous observer. Donc, l'observation de soi ne prend aucun temps, mais elle demande un effort. Vu que vous le faites en tout temps, ça ne vous prend pas du temps, mais ça vous demande en fait un effort d'action, un effort de vous-même, un effort d'observation. Donc ça, c'est très important en fait de comprendre cette notion-là en fait, hein, d'observation. Donc quand on vous parle d'observation, c'est très important. Maintenant, les différentes étapes du développement en fait de l'essence. Quand on parle d'observation, il faut aussi se poser certaines questions. Par exemple, ok, on observe, mais on observe quoi? Donc par exemple, vous êtes en train de vous observer, mais qu'observez-vous véritablement? C'est quoi que vous observez? C'est bien beau de dire on s'observe, mais on observe quoi? Qu'est-ce qu'on observe? Qui on observe? Vous devez savoir que tout ce qui fait votre personnalité, vous ne pouvez rien observer d'autre que votre personnalité. Parce que vous n'êtes pas en contact avec une autre dimension en vous. C'est-à-dire, actuellement, vous êtes en contact avec votre personnalité. Et donc, eh bien, c'est votre personnalité que vous allez observer. C'est la dimension dans laquelle vous êtes. La dimension de votre personnalité. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que les gens sont nés ainsi? Est-ce que vous êtes né en tant que personnalité? Eh bien, la réponse est non. Vous n'êtes pas né en tant que personnalité. Ce qui est né, et là, on est dans le système de bovin, pour que vous compreniez hein, comment le système bovin, parce que l'anthropologie, c'est l'étude des choses en fait de l'humain, et l'anthropologie spirituelle, c'est l'étude des choses en fait du cru, du croyant et du croire. Donc ici, on vous dit, ce qui est né, ce n'est pas votre personnalité. Ce qui est né, c'est une essence. Et cette essence est le reflet de votre esprit. C'est ça qui est né. Je vous ai expliqué brièvement à l'époque, je vous ai parlé un petit peu de la personnalité, de comment la personnalité en fait se forme. Je vous ai dit que la personnalité se forme à partir justement de ce réservoir que vous appelez en fait le subconscient. Parce que le subconscient est un réservoir, c'est une mémoire qui enregistre en fait des informations. Et votre personnalité se nourrit justement de ces informations-là et elle est formée sur cette base. Mais vous, quand vous êtes né, vous étiez une essence. Vous n'êtes pas une personnalité. Ça veut dire qu'il y a une différence entre la personnalité et l'essence. Or, ce que vous êtes en train d'observer, eh bien, c'est votre personnalité. Dans ce à quoi vous vous identifiez, eh bien, c'est votre personnalité. Là, on est bien dans le système bovin. Je vous explique bien. C'est le système bovin. On travaille sur la base hein, des travaux de Selim Aïssel dans l'anthropologie spirituelle. Il a fait aussi hein, de la psychologie spirituelle. Donc, euh, l'anthropologie spirituelle, c'est l'étude hein, de ces aspects en fait humains, du cru, du croire et du croyant. Vous voyez bien que ça tourne autour de l'humain. C'est la foi en l'humain. L'anthropologie, c'est une foi en l'humain. Si vous voulez, c'est une sorte en fait de croyance. Une croyance spirituo-scientifico-spirituelle, si vous voulez. Et c'est cette croyance-là qui va vous amener en fait une base de certaines choses. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas comprendre la notion de méta-humain ou d'homo deus si vous ne comprenez pas les notions de ce dont je suis en train de vous parler. Si vous ne comprenez pas l'anthropologie spirituelle, si vous ne comprenez pas la psychologie spirituelle, ce sera difficile en fait de comprendre les notions en fait de méta-humain et aussi les notions en fait de homo deus. Donc quand je vous parlerai en fait de méta-humain, de homo deus, ce sera très 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 difficile en fait pour vous
Et d'autres spécialistes ont travaillé en fait là-dessus. Et vous savez très bien que le monde d'aujourd'hui, le système virtuel réel, c'est le système en fait des méta-humains, c'est le système des Homo Deus. Donc, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'ils sont, comment ils sont et comment ils deviennent ce qu'ils sont si jamais vous ne comprenez pas en fait ces bases-là en fait de psychologie en fait et d'anthropologie en fait spirituelle. Vous voyez, c'est pour ça que vous voyez, on travaille étape par étape pour vraiment que les choses soient bien assimilées. Et vous ne pouvez pas non plus comprendre pourquoi des personnes vont entrer en méditation pour aller en fait chercher en fait euh, sans si vous n'avez pas justement en fait la connaissance en fait de tous ces aspects-là. Et vous ne pouvez pas non plus comprendre le pourquoi euh, euh, justement. Non, c'est pas Célie Maciel, c'est pas ça. Selim, S-E accent aigu, L-I-M. Et Eissel, dans E-I-2-S-E-L. Selim Eissel. Donc, je vous ai dit que ce qui est né, c'est une essence. C'est-à-dire le reflet de votre esprit. Donc, l'esprit humain est un esprit incarné. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que je vous ai précisé qu'on est dans le système de bovins. Chez les ovins, je vous ai fait la différence entre le souffle et la vie, souffle de vie. Mais chez les bovins, il n'y a pas vraiment, ils n'arrivent pas à connaître cette distinction-là. Donc pour eux, quand ils vous parlent en fait d'esprit, ils vous parlent en fait du souffle de vie. Chez les bovins, quand ils vous parlent en fait d'esprit humain, ils vous parlent en fait du souffle de vie. Parce que pour eux, le souffle de vie, il n'est qu'un. Ils ne distinguent pas en fait les deux aspects. Donc quand ils vous parlent en fait d'esprit, ils vous parlent du souffle de vie. Vous comprenez? Pour que ce soit clair en fait pour vous. Moi, quand je vous parle en fait du souffle de vie dans le système ovin, je vous parle de deux choses qui sont séparées. Le souffle d'un côté et la vie de l'autre. C'est-à-dire le souffle et l'âme. Mais par contre, eux, quand ils vous parlent en fait de souffle de vie dans le système de bovin, eux, ils vous parlent de l'esprit humain. C'est-à-dire, ils vous parlent d'un esprit incarné. Donc pour eux, quand ils parlent en fait d'esprit, là, ils vous parlent de ça. En fait, ils sont en train de vous parler du souffle de vie. Ils ne distinguent pas ce qui a la différence entre les deux. Donc vous voyez, je précise pour que ce soit vraiment clair pour vous. Hein. Sinon, vous allez être totalement perdu en fait. Sinon, et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des gens sont perdus. C'est-à-dire, les gens quand ils vont prendre par exemple la Bible leur parle du souffle de vie. Mais le souffle de vie, il est à la fois un, souffle de vie, mais en fait, il est aussi deux, souffle d'un côté, vie de l'autre. Et du coup, par exemple, quand dans la Bible, on dit aux gens souffle de vie, et qu'après, plus tard, on leur parle de l'âme et de l'esprit, en réalité, ils sont perdus. Parce que le souffle de vie, pour eux, c'est l'esprit. Bon, du coup, quand on leur parle de l'âme, eh bien, pour eux, le souffle de vie ne peut pas être l'âme. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme le souffle de vie ne peut pas être l'âme, parce que le souffle de vie est l'esprit, il faut bien qu'ils trouvent ce qu'est l'âme. Et c'est pour ça que la première identification de l'âme qu'ils ont, eh bien, c'est tout simplement en fait le sang. C'est la première identification de l'âme. Parce qu'effectivement, le sang est une âme matérielle. Mais à côté du sang, la vérité vous dit hein, que vous avez le sang qui est une âme matérielle, vous avez aussi euh, l'âme spirituelle qui est à l'intérieur du sang, et entre les deux, vous avez aussi autre chose dont je développerai euh, euh, plus tard. C'est-à-dire, vous avez aussi le cœur spirituel. Donc, vous voyez bien que ça devient très compliqué. Donc, du coup, pour que ce soit simple de compréhension pour l'esprit humain, c'est-à-dire l'esprit humain dans le système de bovin, pour eux, l'âme, ils vont le définir d'une autre manière. Et plus tard, je vous expliquerai, parce qu'on le verra aussi dans tout ce bloc-là d'enseignement avec Célie Maïsel.
vous allez voir la définition de cet aspect, bien sûr, en fait, hein, de l'âme. Mais ici, je vous parle de l'esprit. Donc, pour eux, le souffle de vie, qui est l'esprit incarné, qui est l'esprit humain, eh bien, c'est ça là, c'est-à-dire dans le corps physique animal. Donc, le souffle de vie, qui est l'esprit humain incarné dans le corps physique, c'est-à-dire ce corps animal que vous avez, eh bien, ce souffle de vie-là, c'est ce dont eux, ils sont en train de vous parler ici. C'est-à-dire, ils vous disent que l'essence est le reflet de ce souffle-là. Donc, l'essence est le reflet de cet esprit qui est incarné en vous. Est-ce que vous comprenez cette notion en fait d'essence? C'est important parce que si vous ne comprenez pas cette notion d'essence, ce sera compliqué en fait de concevoir la suite. Donc, ils vous disent que quand vous êtes né, ce n'est pas votre personnalité qui est née. Ce qui est né est l'essence. C'est une essence qui est née. Cette essence, elle est le reflet de votre esprit. Donc, c'est-à-dire, cette essence, votre esprit, c'est quoi? Votre esprit, c'est l'esprit incarné qui vient habiter dans le corps physique. C'est cet esprit incarné, merci pour le cadeau, c'est cet esprit incarné qui habite dans le corps physique. C'est ça, l'esprit humain. Bon, donc il arrive à la naissance avec une essence jusqu'à l'âge d'1 an pour certains et de 3 ans pour d'autres. Cette essence continue à croître, mais elle est peu à peu recouverte par la personnalité, qui a pour but essentiel de la protéger, car l'essence est fragile et vulnérable. Donc, vous voyez la personnalité qui se constitue à partir des informations que vous recevez dans le subconscient. Cette personnalité vient couvrir l'essence pour protéger l'essence. Parce que l'essence est fragile, parce que l'essence est vulnérable. Donc, lorsque l'enfant se détache progressivement de sa mère en entrant en contact avec en fait la vie ordinaire, la personnalité grandit et se fortifie. Tandis que l'essence diminue et se voile. Donc, la personnalité continue à grandir et l'essence diminue. Donc, chez certains, elle finit même par disparaître complètement. Pour que vous compreniez un petit peu cet aspect d'essence, on va entrer un peu plus avant de commencer à voir ce que c'est qu'une nouvelle naissance. Pour que vous compreniez pourquoi en fait il y a une nouvelle naissance, il faut déjà comprendre la différence en fait entre l'essence et bien sûr l'existence. Parce que sinon, c'est très 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 compliqué. Qu'est-ce que c'est que l'essence? Qu'est-ce que c'est que l'essence? Bon, mon ordinateur a décidé de me faire des petits problèmes. Donc, en attendant, je vais pouvoir tranquillement le reprendre. Donc, qu'est-ce que c'est que l'essence? Ce que vous devez savoir, c'est que je rentrerai en fait dans des profondeurs de manière un peu terre pour que vous puissiez comprendre. Là, je vais vous expliquer un petit peu cette notion en fait d'essence d'abord bâtie sur cette base de psychologie en fait spirituelle pour que vous puissiez comprendre. L'essence, si vous voulez, comme je l'ai expliqué, c'est l'élément préexistant en fait à la naissance, c'est-à-dire c'est ce que vous êtes. Enfin, pour le système de bovin, je précise bien, on est ici pour le système de bovin. Dans l'essence, c'est cet élément qui est préexistant en fait à la naissance. C'est l'élément de base. C'est-à-dire, c'est ce qui fait que la chose est. C'est l'élément de base. Donc, dans cette essence, vous avez la notion de tempérament. Vous avez la notion de potentialité.
vous avez la notion de don ou de talent héréditaire. Vous avez la notion en fait de volonté d'évoluer du moi supérieur. Dans tous ces aspects-là, vous le retrouvez en fait dans l'essence. Vous voyez? Donc, je vous répète, dans l'essence, vous avez la notion de tempérament, de potentialité. Vous avez la notion de don, de talent héréditaire, de volonté d'évoluer du moi intérieur. Donc, vous avez tous ces aspects-là, en fait, dans l'essence. Maintenant, quand on parle de personnalité, c'est quoi véritablement, en fait, la personnalité? Donc, la personnalité se développe après 2 ou 3 ans après la naissance. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, au bout d'un moment, l'essence se voile petit à petit et la personnalité se développe aussi petit à petit. Et donc, la personnalité se développe véritablement entre 2 et 3 ans après la naissance. C'est pour ça que vous avez vu que dans toutes les sociétés, il est interdit de mettre un enfant dans la sphère sociale, c'est-à-dire la sphère sociale scolaire. Il est interdit de mettre un enfant avant 2-3 ans. Pourquoi? Eh bien, à cause de la personnalité. Parce que je vous ai dit que la société tout entière se doit d'obéir à la loi naturelle. Et la loi du système de Bovin est obligée aussi de faire ces choses selon la loi naturelle. Et tout ce qu'elle fait selon la loi naturelle, eh bien, il y a des choses à respecter. Et comme vous le savez, la personnalité, vu qu'elle se développe entre 2 et 3 ans, eh bien, il est interdit que les enfants soient développés par la société. Ils doivent être développés dans le cercle familial. C'est pour ça que c'est interdit de mettre un enfant à l'école avant 3 ans. C'est interdit. Parce que, entre 2 et 3 ans, parce que c'est le temps du développement de la personnalité. Donc, pendant ce temps-là, il faut que la personnalité de l'enfant soit justement, en fait, soit justement développée à partir de la sphère familiale. Maintenant, effectivement, vous vous doutez bien qu'il va y avoir, en fait, des problèmes. Et le système a trouvé un moyen de contourner, justement, cette sphère-là par rapport à la personnalité. Et c'est pour ça qu'il y a les systèmes des crèches qui sont mis en place, notamment des crèches municipaux, des crèches étatiques, parce que ça leur permet de récupérer les enfants et de pouvoir justement en fait participer au développement, mais de base, de la personnalité de l'enfant. Donc, ça leur permet d'avoir des enfants qui seront en fait des citoyens dignes de la société. C'est-à-dire, c'est pour que la société contrôle justement la personnalité, parce que c'est eux qui vont façonner la personnalité de ces enfants-là dans les crèches. Parce que les crèches obéissent en fait à des règles sociétales. Tout simplement parce que les crèches sont soit des entreprises, soit des associations qui ont des règlements et qui doivent respecter en fait des règles sociétales. Ce qu'on ne peut pas venir, c'est-à-dire dans les crèches, il y a des contrôles, il y a un certain nombre de choses. Donc, on vient contrôler que la crèche obéit bien aux normes de la société. Alors que vous ne pouvez pas aller dans la maison de quelqu'un pour contrôler si l'éducation qu'il donne à ses enfants obéissent bien en fait aux règles de la société. Par exemple, si vous vivez en fait une éducation en fait à l'africaine et que vous allez ici, et bien pendant les 2 années, les 3 années de la vie de l'enfant, avant que vous le mettez par exemple en fait à la maternelle, et bien vous avez le temps de travailler en fait sa personnalité selon des éducations de base que vous avez. Mais quand l'enfant se retrouve en fait mis justement en fait dans les crèches, et bien vous n'avez plus le monopole de ça parce que la crèche aussi va travailler sur la base même de la personnalité de l'enfant. Pareil, quand l'enfant se retrouve en fait à la maternelle, et bien sa personnalité va être travaillée parce qu'ils répondent maintenant en fait vraiment à des choses encore beaucoup plus carrées qui respectent l'éducation nationale. Or, l'éducation nationale est une entité spirituelle et justement,
cette entité spirituelle a ses règles. Et donc, l'enfant est façonné dans sa personnalité par rapport aux règles de ça. C'est pour ça que l'école est obligatoire à partir de 6 ans. Donc, les parents peuvent ne pas mettre leur enfant, en fait, à la maternelle, tout comme ils peuvent le faire. Mais vous avez bien compris qu'ils ont trouvé l'astuce, c'est que comme les parents sont obligés d'avoir des activités, eh bien, comme ils sont obligés d'avoir des activités, ils sont obligés de mettre leurs enfants, en fait, bien sûr, à la disposition de la société. Donc, la société va pouvoir façonner, en fait, la personnalité, en fait, de l'enfant. Donc, rien que à ce niveau-là, vous comprenez déjà que eh bien, tous ceux qui vont prôner, par exemple, les femmes au foyer pour qu'elles puissent, en fait, éduquer les enfants jusqu'à au moins un certain âge, que l'enfant puisse aller à l'école, ça n'arrange pas, en fait, le système global parce qu'ils ne pourront plus faire cette manipulation-là, en fait, à la base, au niveau de la personnalité, en fait, de l'enfant. Vous comprenez? Donc parfois, les gens discutent en fait sur certains sujets sans véritablement comprendre en fait le profondeur de tout ce que de tout ce que ça peut en fait englober. Donc voilà, parce que quand vous êtes ici en fait en sciences spirituelles et en psychologie spirituelle, vous comprenez cet aspect-là par rapport à la notion en fait, notamment en fait de personnalité, une notion très 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 importante. Maintenant, vous comprenez aussi que quand on parle en fait de personnalité, on parle de quelque chose d'important. C'est-à-dire, la personnalité recouvre en fait les sens. C'est-à-dire, la personnalité, si vous voulez, en fait, euh, dans son étymologie, c'est cet aspect-là de masque. Donc, la personnalité, c'est pour ça qu'on vous avait dit, on vous avait parlé en fait du voile. Donc, la personnalité vient voiler. Et c'est important que vous arrivez à concevoir ça. La personnalité est ce qui vient voiler justement en fait votre, euh, votre être. Parce que la personnalité, c'est un voile. Or, souvent, les gens pensent que la personnalité, en fait, elle est la chose importante en fait pour eux. Donc, ils se battent pour leur personnalité et ils sont même capables de mourir justement en fait pour leur personnalité. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que leur personnalité en fait est un voile. Et ce voile justement, c'est un masque qui vient masquer qui? Qui vient masquer en fait ce qu'ils sont. Donc, ça veut dire que la personnalité n'est pas ce qu'ils sont. Déjà, ça, c'est très important hein, d'arriver en fait à comprendre ça. Ensuite, vous avez deux types de personnalités. Vous avez ce qu'on appelle la personnalité réelle. Vous avez la personnalité réelle et vous avez aussi la fausse personnalité. Je vous avais parlé de ces aspects-là dans des lives il y a quelques temps, mais j'étais pas trop rentré en fait en profondeur, tout simplement parce que c'était pas le temps de vous expliquer ça en fait hein, en profondeur. Mais pour que vous compreniez, c'est que vous avez une vraie personnalité, c'est-à-dire une personnalité réelle, et vous avez une fausse personnalité. La personnalité réelle, c'est quoi? Ce sont en fait vos qualités, vos capacités acquises pendant la vie. C'est-à-dire, c'est ce que votre personnalité là va acquérir des bonnes choses à l'intérieur en fait du subconscient. Donc, par exemple, votre savoir-faire, votre savoir-vivre, tout ça, ce sont justement ces qualités-là, ces capacités-là que vous acquérez pendant votre vie. Savoir-faire, savoir-vivre, etc. Donc, votre personnalité, c'est aussi hein, l'aspect en fait de vivre la vie quotidienne de façon utile et positive. Votre personnalité réelle, c'est aussi le fait que ça se situe en fait dans les parties positives des centres physiques, émotionnels et intellectuels. Parce que vous avez différents centres physiques, émotionnels et intellectuels. Bon, on entrera en fait en profondeur de ces centres-là au fur et à mesure qu'on entrera dans ces profondeurs-là. Maintenant, c'est quoi la fausse personnalité? La fausse personnalité se situe dans les parties négatives des centres. Donc, vous avez les parties positives de vos centres physiques, émotionnels et intellectuels. Vous avez aussi les parties négatives de ces centres-là. Donc, et les fausses personnalités la fausse personnalité se retrouve en fait à l'intérieur en fait de ces centres, c'est-à-dire le côté négatif.
Donc, les fausses personnalités sont composées des idées fausses que vous avez, des émotions négatives. Par exemple, une idée fausse, c'est quoi? C'est le fait, par exemple, que vous croyez que quelqu'un vous déteste alors que la personne ne vous déteste pas. C'est une fausse idée. Cette fausse idée va constituer en fait votre fausse personnalité. Vous avez aussi en fait les émotions négatives, la colère, la haine, toutes ces choses-là qui sont des émotions en fait négatives qui vous font baisser dans des vibrations. Ce sont justement en fait des émotions qui nourrissent en fait la fausse personnalité. L'orgueil, la vanité, l'égoïsme, ce sont aussi des choses qui nourrissent en fait votre fausse personnalité. Quand vous êtes orgueilleux, sachez que c'est votre fausse personnalité qui se manifeste. Quand vous êtes vaniteux, c'est votre fausse personnalité qui se manifeste. L'égoïsme, c'est aussi un trait de votre fausse personnalité. Le besoin de toujours vous justifier, c'est aussi un trait de votre fausse personnalité. Donc, vous comprenez bien que celui qui est l'ennemi en vous, c'est votre fausse personnalité. Donc, la fausse personnalité, en fait, asservit votre personnalité, c'est-à-dire votre personnalité réelle. Et elle étouffe vos sens. Donc, forcément, vous devez absolument vous débarrasser de vos fausses personnalités si vous voulez, en fait, évoluer en quelque manière que ce soit. Donc, pour évoluer, vous êtes obligé de vous débarrasser de votre fausse personnalité. Tant que vous ne vous débarrassez pas de votre fausse personnalité, vous ne pouvez pas en fait évoluer. Donc, quand vous comprenez en fait, quand vous comprenez justement en fait ces aspects-là, ça vous permet de concevoir en fait les choses d'une autre manière. Maintenant, j'ai pu régler le souci que je devais régler par rapport à cet aspect-là d'essence et d'existence, par rapport à cet aspect d'essence et d'existence, pour que je vous en parle aussi de manière un petit peu euh, humaine, pour que vous compreniez. Parce que si on ne voit pas cet aspect-là un petit peu de manière humaine, ça peut être un peu difficile. Donc, qu'est-ce que c'est que l'essence? Qu'est-ce que c'est que l'essence? C'est important de comprendre. Ce que vous devez savoir, par exemple, quand vous allez dans un dictionnaire très simple par rapport à l'essence, on vous dit l'essence du latin essentia, du verbe esse, être, traduit du grec en fait ousia, désigne en métaphysique ce que la chose est, sa nature, par distinction avec l'existence qui est l'acte d'exister, et d'avec l'accident, qui est ce qui appartient à la chose de manière contingente. Ce que vous devez comprendre, ça on le verra aussi en profondeur, c'est que quand on vous parle de notion d'accident, en réalité, en fait, on est en train de vous parler de la notion de hasard. L'accident, c'est la notion de hasard. C'est la même chose. Donc, vous allez comprendre aussi que il y a des gens qui vivent sous le hasard, d'autres qui vivent sous autre chose.